À l'époque, on faisait des serrures, des fausses serrures électroniques en DUT. Ouais. C'était les débuts, c'était génial. Et puis à la fin du TP, on avait surtout trouvé le moyen de déverrouiller avec des faux badges ces serrures électroniques. Ça a un petit peu dérapé, ce serait mentir que de dire non pendant l'adolescence. Je suis usager de votre pharmacie. Ça m'ennuie de savoir, typiquement, que vous scan de carte vitale, scan de carte d'identité, scan d'ordonnance soit librement accessible avec quelqu'un avec une antenne Wi-Fi à 30 €. En gros, c'est des acteurs qui te proposent des modèles de rémunération des fois plus conséquents que le bug bounty pour acheter ta faille Zero Day et la revendre à tu ne sais pas qui. L'idée derrière ça, c'était pas de réaliser des actions malveillantes. C'était réellement de comprendre. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Vision. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité de marque. Un invité de marque dans son domaine, un invité de marque et un invité que j'attends sur le podcast depuis longtemps parce qu'il est dans un univers qui est complètement passionnant et sans limite en fait. Il s'agit de Brice Augras. Salut Brice. Salut Mathieu. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. En gros, le mieux je pense c'est peut-être que toi tu te présentes succinctement parce que c'est compliqué à définir qui tu es vraiment. Succinctement, c'est toujours aussi difficile parce que j'ai tendance à être bavard. C'est pas grave, on est là pour ça, hein. On a le temps. Donc je m'appelle Brice Augras. Aujourd'hui, je suis hacker éthique. C'est un métier et c'est un métier qui est encore pour beaucoup peu connu. Et qu'est-ce que c'est qu'un hacker éthique finalement ? C'est quelqu'un qui est passionné d'informatique et qui aime et qui est payé pour trouver des failles au sein des entreprises et les aider à les corriger et les accompagner. Bah c'est bien, c'est succinct, c'est pas mal. Alors on va rentrer dans le détail de ton métier parce que c'est passionnant. Et d'ailleurs tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un métier passion au final quand même. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne un peu au début. À savoir, déjà, toi, souvent, quand on est gamin, parfois, tu vois, on a aussi des appétences qui peuvent nous mener à certains métiers, à certaines choses. Du coup, toi, je voulais savoir un petit peu où est-ce que tu as grandi, comment s'est passé un peu ton enfance, je dirais. Et peut-être, est-ce qu'il y a eu déjà un lien avec le hacking éthique déjà en étant jeune ? Alors, c'est assez intéressant comme question. Parce que, alors déjà, j'ai grandi en bourlinguant un peu à droite à gauche. C'est-à-dire j'ai fait une partie de mon enfance dans le Val d'Oise, donc dans le 95. Je suis parti 3 ans en Italie. Et puis en plus, en Italie ouais, en Italie. Puis quand on est gosse, en plus, l'espace de 3 ans, on apprend la langue à une vitesse... folle parce qu'on est vraiment une éponge à connaître. J'avais 9 ans et j'y suis resté jusqu'à mes 12 ans. Okay. Du côté de Turin, très, très jolie ville. Un peu industrielle, mais très jolie ville. Et puis je suis revenu dans les Yvelines jusqu'à finalement presque ma majorité où je suis parti découvrir la Bretagne et qui est devenue finalement ma terre d'adoption et eux-mêmes ont fini par m'adopter d'une certaine manière. Pour répondre à la question comment je suis tombé dans ce domaine, à l'heure actuelle, je dis que j'ai fait d'une
passion de toujours, mon métier de tous les jours. Si tu m'avais posé la question il y a 7 ou 8 ans, je t'aurais répondu non, sur le fait de savoir que ça deviendrait un métier, que je serais payé pour, que je pourrais faire ça dans un contexte légal d'une part, ou à défaut sans m'attirer des ennuis. Et puis comment je suis tombé dans la marmite du hacking, c'est, je dirais, le plaisir d'être dans la créativité, l'imagination, et puis de faire les choses, un petit peu de caractère derrière caché, mais faire les choses d'une manière où on ne m'attend pas. C'est-à-dire si tu veux faire de moi un homme heureux, tu m'offres une boîte d'énigmes à Noël. Je suis le plus content du monde. D'accord. Et globalement, en fait, c'est lorsqu'on grandit, et c'est vrai que sur la période d'adolescence, on découvre le monde d'une certaine manière. Et chaque chose, en fait, je le voyais comme une énigme, comme un challenge. Et à chaque fois, je faisais le corollaire avec l'informatique en me disant comment je peux détourner le fonctionnement de ce qu'on me montre ou ce qu'on me dit, tu l'utilises comme ça. En fait, non. Il n'y a pas que le comme ça, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et c'est d'autres choses en question, il y a juste à les imaginer, à les essayer. Et ça s'est concrétisé comment quand tu étais petit? Parce qu'on t'a pas donné un PC dans les mains quand tu avais 8 ans ou 10 ans si? Mon premier PC, je l'ai eu en 5e. C'était l'arrivée du PC familial à la maison, effectivement. Windows 98, 95. Mon cerveau, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux, mais mon cerveau me fait défaut, je me souviens même plus. Pas grave. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, l'usage que j'en ai fait, alors j'ai fait un tour du côté des jeux vidéo au tout début, et puis finalement on se posait la question de, effectivement, au sein du domicile familial, il y avait des restrictions sur les horaires d'usage d'une part, et puis l'arrivée de l'internet à la maison. Quasiment à l'époque, on était déjà en euros, donc c'était 1 euro l'heure, et sur lesquels il y avait les restrictions parentales de c'est utilisable de telle heure à telle heure. Onadou, AOL, ce genre de... Oui, effectivement, je faisais le tour des marchands de journaux pour choper les disques d'essais gratos. Internet. Une heure gratuite d'Internet. Et puis, en fait, c'est face à ces restrictions où tu te dis, finalement, on attend de moi que je n'utilise pas forcément tout le temps le poste informatique. Sauf que je fais partie de la génération qui a grandi avec Internet. Et Internet, même si c'est dans le domaine du virtuel, au même titre que lorsqu'on m'offrait une boîte de Lego, je le voyais comme un univers de jeu sans limite. T'es dans l'univers virtuel, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Alors même si c'était pas le cas à l'époque, à la vitesse où tu le souhaites. Maintenant on a tous la fibre, donc on s'en rend pas compte, mais à l'époque c'était sur des débits bien... Oui, le modem 56K nous permettait pas de avec faire la fameuse musique de connexion affreuse. Ce joyeux son. Et finalement... Internet, pour moi, c'était la boîte de Lego avec un nombre de pièces illimité et la capacité de créer des choses tout autant illimité. Mais alors justement, comment? Parce que moi, j'ai eu un peu, pareil, une grosse claque quand il y a Internet qui est arrivé. Ouais. Je me souviens, moi, j'avais découvert par exemple le eBazaar, l'ancêtre de eBay. Tu vois, genre, je me souviens, c'était au parc d'attractions de Poitiers, là, le Futuroscope, tu vois. À l'époque, ils avaient mis des ordinateurs à disposition avec l'Internet, tu vois. Et du coup, voilà, je m'étais pris une grande claque. Mais comment tu t'es venu à passer de, je dirais, spectateur, comme moi qui utilisais Internet, qui fait des requêtes simples, etc., à je vais bidouiller, entre guillemets, je vais m'intéresser au code, etc. Comment c'est venu cette approche un peu de bidouille Alors, la réponse, elle se fait en 2 temps. La première, ça a été de passer outre les restrictions de la maison, peut-être par force caractérielle, en disant, j'ai pas Internet. Effectivement, la fameuse clé Wi-Fi qui était branchée au PC, elle était sous verrou, etc. Donc, il fallait passer outre les restrictions. Il fallait passer outre les restrictions. Et puis, quand tu te fais choper 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, tu dis, il va falloir que ma manière de passer outre les restrictions, elle se professionnalise. Donc, effectivement, à l'époque... aux yeux de la loi, c'était dans l'illégalité totale, puisque ça avait consisté effectivement à pirater le Wi-Fi du voisin ou de la voisine, que sais-je. Chose que je n'incite pas à faire. Par la loi, bien sûr. Mais à l'époque, c'était le milieu de la découverte, et puis, je dirais tête brûlée à l'adolescence, on repousse les limites, et puis on voit ce qui est possible de faire. Mais du coup, pour hacker le Wi-Fi de ton voisin, du coup... Comment tu faisais? Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des forums sur ce genre de trucs, ou comment tu... Dans les bribes souvenirs que j'en ai, effectivement, on a tous connu, et j'ai grandi avec, tu sais, la bibliothèque parentale avec l'encyclopédie en 26 volumes, ou peut-être tu en avais une nouvelle tous les mois qui sortait. Avec l'arrivée d'Internet,
Alors les moteurs de recherche sont apparus et finalement la bibliothèque qu'est Internet, elle est sans limite elle aussi. Donc ça s'est passé de manière très terre à terre en commençant à poser des questions. Alors je fais du placement de produits, mais j'ai grandi avec Google, hein, il faut être réaliste. Et je posais la question, comment pirater un point d'accès Wi-Fi ? Puis tu consultes un lien, 2 liens, 3 liens, tu comprends rien. Mais sur ces 1 lien, 2 liens, 3 liens où tu comprends rien, tu découpes ce problème d'incompréhension totale en plus petits bouts. Et puis à chaque nouveau paragraphe, tu vas chercher l'information. Et puis là, de ressources en tutoriel, tu finis par découvrir tout un univers qui effectivement suit de l'informatique dans un contexte autre que l'usage standard du quotidien. Ouais. Et c'est là où finalement tu as ouvert la boîte de Pandore et ça part de là et tu dis ok, je sais la finalité que je veux, c'est effectivement choper l'accès à Internet, j'ai le droit à 1 heure peut-être par semaine ou tous les jours, il faut que je les utilise à bon escient si je veux choper le Saint Graal qui est Internet illimité tout le temps avec... Et c'est un peu comme la métaphore de l'âne et de la carotte finalement. La carotte c'était Internet illimité. Ouais. Grâce au... Et c'est parti de là. Puis une fois qu'effectivement tu pirates ton premier point d'accès Wi-Fi, tu te dis c'est cool. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout aussi passionnant et intéressant en termes d'apprentissage technique, de culture de l'informatique, mais sur d'autres sujets et aller plus loin. Et puis c'est là que ça se développe en fait. Je dirais que oui, ça a un petit peu dérapé, ce serait mentir que de dire non pendant l'adolescence, même jusqu'à ma majorité. Pour quelle raison ? On n'avait pas de contexte juridique, on n'avait pas de cadrage comme il existe aujourd'hui. C'est ça, même les tutoriels que tu regardais aujourd'hui, je suis pas sûr que tu puisses en trouver d'aussi... t'en trouves même des plus poussés. D'accord. T'en trouves des plus poussés. Et à l'époque, t'as des, je dirais la génération un peu avant nous, c'est même attiré des ennuis pour le partage de cette ressource. Les hackers, nos aînés d'une certaine manière, qui ont dans l'état d'esprit du hacking, qui avaient fait ces ressources accessibles en ligne gratuitement, c'était attirer des problèmes pour certains, parce qu'effectivement, c'était mal perçu de partager ce genre d'informations. Ouais. Mais pourtant, c'était une mine d'or d'apprentissage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, un hacker, c'est extrêmement recherché parce que ça a un savoir-faire d'une certaine manière un petit peu unique, parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui passent des heures et sans cet accès à l'information gratuite, basé sur le partage, cela n'aurait pas été possible. Ouais. Et donc du coup, alors après le Wi-Fi, l'autre étape quand on va progresser entre guillemets techniquement, qu'est-ce que ça a été genre de test, alors ce que tu peux dire aussi. Oui, ça a été dans la continuité. Après, tu commences à comprendre tout ce qui est menace informatique. Alors, de l'époque, c'était beaucoup moins évolué qu'à l'heure actuelle. Ouais. Mais c'était comment tu peux envoyer... alors, c'était beaucoup plus facile à l'époque quand même. Hein. Ouais. Mais tu envoyais ce qu'on appelle une souche virale à quelqu'un. Ça te permettait de prendre le contrôle de son poste à distance, d'ouvrir le lecteur CD-ROM. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui en a encore. Je ne suis pas sûr que ce soit encore très efficace, enfin très, très utile. Et l'idée derrière ça, ce n'était pas de réaliser des actions malveillantes. C'était réellement de comprendre. Il y avait l'adrénaline de la démonstration technique, parce que quand même, c'était partager ça avec les copains. Regarde ce qu'il est possible de faire, c'est incroyable. Et c'était vraiment cette passion de l'apprentissage, de s'expliquer, de se filer les bonnes astuces avec les autres jeunes de mon âge qui étaient passionnés de la sorte. Et puis, en fait, tu es dans une dynamique de groupe où ça progresse très vite et c'est génial, quoi. Donc, c'était prendre la main, effectivement, et le contrôle à distance d'un poste informatique. Puis, de tuto en tuto, ça a été même jusqu'à une période où, après le bac, quand je suis arrivé sur Brest pour les études, déjà, à l'époque, je faisais en DUT pour le fun des cours aux autres étudiants de mon cursus pour leur expliquer justement les attaques avancées sur des points d'accès Wi-Fi où, entre-temps aussi, la sécurité est arrivée, ça s'est renforcé. WPA, les processus. Ça demandait je dirais un niveau de technicité plus poussé. Ouais. Mais je l'ai toujours fait avec l'entrain du partage et le plaisir de dire voilà comment on peut faire avec des petits tutos techniques, des démonstrations, parce que c'est évocateur. Ouais. Et puis le temps passe. Et puis là, ça prend une dimension plus citoyenne, je dirais. Plus citoyenne, pourquoi ? Parce que tu gagnes en maturité, tu sens qu'il y a un besoin de professionnalisation de la démarche. J'étais étudiant,
Il y avait un déphasage aussi entre ce que les entreprises en France cherchaient et mon niveau de compétence qui était ce qu'il était, mais derrière, sur la partie diplôme, j'étais considéré comme en retard. Ouais. T'avais fait un bac bac S? Non, alors j'avais fait un bac, j'ai essayé bac S, ça s'est pas bien passé. J'ai fait un bac STI, j'ai adoré parce que c'était main dans le cambouis, bac STI électrotechnique. Donc c'est arrivé, tu pouvais faire des journées de 8 heures de travaux pratiques à brancher des moteurs, jouer avec des cartes électroniques, faire des circuits imprimés. Ouais, c'était génial, c'était la bidouille à son paroxysme. Quoi. Ouais. Et à la suite du bac, j'ai fait un DUT, donc GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Ou même chose, c'était de la programmation, de l'électronique. Donc tu avais ce mélange finalement de à la fois l'informatique et de ce qu'on appelle le hardware, qui est vraiment la dimension physique électronique où tu comprends ce que tu fais par quelque chose de concret, de palpable. Ouais. Et la dimension des deux, en fait, ça a été génial, quoi. À l'époque, on faisait des serrures, des fausses serrures électroniques en DUT. Ouais. C'était les débuts, c'était génial. Et puis à la fin du TP, on avait surtout trouvé le moyen de déverrouiller avec des faux badges ces serrures électroniques. D'accord. Donc je pouvais en fait intégrer cette passion dans mon cursus. Ok. Et c'est là où effectivement je faisais des semaines de fou à travailler toutes les nuits parce que en fait plus je grattais et plus je me rendais compte qu'il y avait des choses à apprendre et que c'était impossible d'en faire le tour sur une vie entière. Quoi. Ouais, il y avait un espèce de tu découvrais un champ des possibles via ce que tu apprenais en cours. La boîte de Pandore était ouverte. Ouais, d'accord. Ok. Alors après ça, parce que là on était en quelle année donc c'était juste, je suis arrivé en Bretagne en 2011 je crois, donc c'était juste avant 2011, c'était entre 2009 et 2011, c'est-à-dire on est en 2022, oula, bon. C'était il y a 13 ans. C'était il y a 13 ans. Ouais. Alors il y a 13 ans, le mot de hacker éthique, alors déjà aujourd'hui, clairement, moi quand je parle de toi, mon entourage me dit un hacker quoi ? Donc c'est pas quelque chose qui est très répandu. Non. Il y a en 2010 encore moins. Donc qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, une fois que tu as eu ton DUT, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors après mon DUT, j'ai essayé de faire une école d'ingénieur. Donc c'est un cursus normalement en 3 ans. J'ai tenu au sein de ce cursus d'ingénieur 1 an et demi. Je ne suis pas allé au bout. Je ne suis pas allé au bout parce que dans l'approche, je m'y étais engagé en me disant bon bah voilà, lorsqu'on sort de DUT, on a commencé à développer un savoir-faire technique, mais le champ des possibles sur ce qui restait à apprendre était énorme en fait. Je me sentais totalement illégitime en me disant mais j'en suis qu'au début, j'ai adoré ce que je viens de faire avec le bac et avec ces 2 années de DUT, mais il me faudra encore 15 ans devant moi pour découvrir tout ce qu'on peut faire dans l'informatique, dans l'électronique. Je me suis dit école d'ingénieur, celle que j'avais choisie tout du moins à l'époque. Je m'étais dit, je vais pouvoir passer, un peu comme dans le gaming, je vais pouvoir passer au niveau au-dessus et développer mon champ de compétences. Ça a été une frustration, je n'ai pas trouvé ce qui me satisfaisait à l'époque. C'était plus axé sur du management et je me sentais illégitime en me disant, mais comment je peux envisager un jour gérer des équipes sans avoir moi-même fini de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, fait le tour du sujet, parce qu'au final, on ne fait jamais le tour du sujet dans l'informatique, ça bouge tellement. Et j'ai arrêté du coup. Ouais, donc peut-être un peu trop théorique ou déconnecté de ce que tu avais connu en DUT, quoi. Tout à fait. Okay. Donc j'ai arrêté et puis s'ensuit très clairement donc une période que je qualifie d'errance professionnelle. Errance professionnelle, mais pas dans laquelle je ne me suis pas servi pour rien faire. Ouais. Alors qu'est-ce que justement, tu as mis tout ce temps-là au profit du hacking éthique Quasiment 4 ans, ouais. Quasiment 4 ans, donc entre 2012 et 2016 globalement. Alors qu'est-ce que tu faisais J'avais des longues journées devant moi disponibles. Ouais. Donc c'était beaucoup de bidouilles, mais rien d'illégal. C'était vraiment regarder un peu comment la technologie évoluait, mieux la comprendre, lire un maximum de ressources, bouquins, et tout ce qui était gratuit sur Internet, et puis professionnaliser la démarche. Le passage à l'action et de ce que j'apprenais finalement, comment je le traduisais avec des actions citoyennes. C'est-à-dire que littéralement à l'époque, je prenais ma Saxo, que j'ai toujours d'ailleurs. Citroën Saxo est un véhicule pour ceux qui sont nés après les années 2000. C'était ma voiture d'étudiant. Je prenais ma Saxo et je faisais le tour du Finistère à la rencontre des dirigeants d'officines, donc c'est les pharmacies. Ouais. Et je leur expliquais
les vulnérabilités qu'ils possédaient sur leurs infrastructures Wi-Fi. C'est-à-dire, dans ta Saxo, tu avais un petit. J'avais littéralement le PC portable et l'antenne Wi-Fi commandée sur eBay Taïwan sur le siège passager. Ouais. Et donc, du coup, ça te permettait d'aller choper le Wi-Fi de la pharmacie ? En fait, je justifiais ça à des fins d'études parce que j'essayais de me donner une légitimité, mais il n'y avait rien d'illégal. Mais je considérais ça, moi, comme un projet de recherche parce que je cherchais à apprendre. Ouais, plus c'est de la R&D. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est réellement ce qu'on fait. Mais ouais. À l'époque, c'était de la R&D, mais effectivement, c'était pas dans le cadre d'une structure, c'était juste pour le fun et le plaisir. Ouais. Et effectivement, donc sur le tour du Finistère, l'idée c'était de se dire sur un nombre N d'officines, combien sont vulnérables sur leur Wi-Fi, et au-delà de ça, quelles sont les incidences possibles. Alors même chose, c'était se mettre en danger, parce que c'était fait de manière citoyenne, c'est-à-dire je mets en évidence les failles, je vais les voir, et je leur dis moi je suis quelqu'un qui sort de nulle part, je pousse la caricature, je voudrais juste vous dire que vous avez des failles. T'as pas de société, t'as rien, t'as rien à cette époque-là. Ouais. Exactement. C'est ça. Potentiellement, en plus, c'était mal perçu, même si j'avais 80% du discours qui servait à les rassurer en disant « Je suis un citoyen. Optionnellement, je suis pas client de l'officine, mais je suis usager de votre pharmacie. Ça m'ennuie de savoir, typiquement, que vous... scan de carte vitale, scan de carte d'identité, scan d'ordonnance, soit librement accessible avec quelqu'un avec une antenne Wi-Fi à 30 €. Ah oui, donc ça c'était le genre de données auxquelles tu pouvais avoir accès juste avec ta petite antenne. Quoi. Ah ouais, oui, malheureusement oui. D'accord. Et c'est quoi juste la petite perle, le mieux que tu as réussi à trouver quand tu as fait ce tour des officines Je peux pas m'exprimer des plus librement là-dessus, mais effectivement, c'était dans ce qu'aujourd'hui on qualifie de données. Alors, il y a de la donnée à caractère personnel et il y a de la donnée de santé qui est d'autant plus sensible, effectivement. Et de la donnée de donnée de santé, je ne pourrais même pas quantifier les volumétries auxquelles on avait accès. Tu avais accès en fait à tous les fichiers de tous les patients de la pharmacie C'était même beaucoup plus large. C'était sur une échelle régionale, effectivement. D'accord, ouais, c'est-à-dire qu'à partir d'une pharmacie, ensuite, tu pouvais éventuellement remonter au niveau département ou Non, alors, c'était pas à partir d'un point d'entrée, parce qu'effectivement, c'était plus lié au fait que sur un groupement d'officines, très souvent, c'est les mêmes prestataires de services qui installent l'informatique chez eux. D'accord. Donc, si l'erreur est faite à un endroit, s'ils gèrent un pôle de 50, 100 pharmacies, elles sont toutes assujetties à la même problématique sécuritaire. D'accord. Donc c'était assez conséquent. Et donc quand tu allais les voir, du coup, comment ils réagissaient donc, Mal. Ouais. Mal, pourquoi ? Parce que effectivement, j'étais encore plus dans le cliché qu'aujourd'hui, mais j'allais avec une tête un peu enfarinée, j'avais le sweat à capuche, j'avais une vraie bienveillance. Ouais. Tout de suite, je cherchais à désarmer en disant mais si je viens vous voir, je vais pas vous demander de l'argent. Ouais, c'est juste pour vous prévenir. Juste prenez ça, et ce que je vous préconise, c'est de prendre votre téléphone, de passer un coup de fil à votre prestataire avec qui vous travaillez en disant il y a quelqu'un qui est passé et qui nous a dit qu'il faudrait corriger ça, quoi. Parce qu'il y avait, je leur fournissais quasiment le tuto pour corriger, quoi. Ouais. Ah, pour corriger, d'accord. Mais tu sentais qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas la même maturité sur le sujet cyber tel qu'on l'a aujourd'hui en France. Il n'y avait pas la même médiatisation. Ouais, aussi. Et l'autre sujet, c'est que là, c'était fait de manière bénévole. Il y a d'autres structures pour lesquelles je le faisais, des banques, des sujets comme ça, sur lesquels il n'y avait pas de considération retour. Il y avait des fois même pas de merci, ou à défaut, c'était un discours virulent qu'on recevait en face, avec des menaces, ou menaces directes ou menaces de poursuite. D'accord. Mais il fallait quand même le faire, parce que c'était important qu'on en prenne conscience, et puis finalement, d'une certaine manière, jusqu'à ce que le changement se fasse de manière assez marqué entre 2017 et 2018 avec tous les sujets normatifs et médiatiques qui sont arrivés sur la table. Donc du coup, tu disais donc même des banques, mais bon, au bout d'un moment, voilà, t'as pas passé 4 ans à aller voir tout le monde. Qu'est-ce que... Si, quasiment. Si, c'est vrai. Ouais, c'était vraiment... je suis arrivé, oui, effectivement, en 2011. Ouais, c'est ça, 2011 ou 2012 en Bretagne. J'ai fait 1 an et demi d'école d'ingénieur où déjà, en fait, je passais plus de temps le soir à travailler ce sujet-là qu'à me concentrer sur les cours parce que je m'ennuyais. Mmh. Au-delà de faire de la recherche, j'ai essayé de postuler dans les entreprises.
Mais à quel poste du coup Je cherchais juste un poste dans la sécurité informatique et j'accumulais tellement d'échecs que au final, à la fin, j'envoyais des CV en masse sans même en baissant progressivement mon niveau d'exigence parce que ça aboutissait tout le temps à une fin de non-recevoir finalement ce que j'envoyais. Il y a même eu des entreprises pour lesquelles je n'envoyais ni mon CV ni ma lettre de motivation, je leur envoyais directement un rapport de comment on pouvait rentrer chez eux. D'accord. Donc alors effectivement, avec le recul, c'était un peu provoque, mais au final, quand tu te dis... il y avait un peu le partage entre j'ai réellement envie de démocratiser ce sujet-ci et de servir l'intérêt collectif des hackers à l'échelle nationale. Ça me tenait, sans mauvais jeu de mots, à cœur, littéralement. Et du coup, dans cette motivation et ces convictions personnelles, des fois, tu fais aussi les choses maladroitement. C'est-à-dire justement, quand tu te dis, c'est lunaire quand j'y réfléchis à l'heure actuelle, avec toutes les évolutions du sujet et le cadrage dont on fait preuve aujourd'hui, tu te dis, trouver des failles chez quelqu'un et leur envoyer comme forme de manière CV, de postuler à leur offre d'emploi, c'est quand même très provoque. Oui, je trouve ça très provoque, mais le gars malin, il peut se dire, waouh, le type est brillant et... Il y avait peut-être peut-être une approche un peu candide dans la façon dont je l'imaginais avec l'historique de ce qui se passait peut-être dans les années 80 ou, aux US ou avec les gars du début qui étaient les Kevin Mitnick ou ceux qui avaient piraté les décodeurs Canal+, qui se retrouvaient recrutés après au lieu de passer par la case prison. Je pense qu'il y avait une insouciance de jeunesse. D'accord. Même si on n'est que 6 ans plus tard, ne l'oublions pas. Mais, mais bon, en tout cas, tu ne le referais pas aujourd'hui. Oui. Et puis c'est surtout que maintenant on a un cadre qui favorise beaucoup plus ce genre d'approche. Nos acteurs nos autorités de régulation en France, comme l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le RGPD qui arrive en 2018, le fameux mail où tout le monde a dit acceptez-vous qu'on joue avec vos données à caractère personnel, oui, non, etc. Ça a quand même bien mis sur le devant de la scène la manière dont il faut maintenant considérer la sécurité informatique, la sécurité des données et les notions de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Ça prend même une tournure géopolitique si on regarde contexte de ce début d'année 2022 finalement. Justement, on reviendra là-dessus effectivement un peu sur l'actualité. Et donc du coup finalement tu as réussi à trouver un poste dans une entreprise ? J'ai réussi à trouver un poste en Bretagne et j'y suis rentré en leur expliquant clairement quel était mon objectif final. J'ai dûu revoir mon niveau d'exigence à la baisse. C'est-à-dire je dois accepter... J'ai dû m'autodiscipliner en me disant je dois accepter de faire mes preuves avec de la patience et de la résilience. Et j'ai démarré en tant qu'administrateur système. C'est-à-dire que mon travail au quotidien, c'était d'installer, de configurer, de faire un petit peu de développement sur des machines. Et puis dire voilà, ça, c'est une des composantes de ce qu'on fait dans le hacking de tous les jours. Mais voilà, je sais bien le faire. Est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après maintenant ? C'est ce que j'attends, quoi. C'était un peu ça l'idée. Et j'ai pu le faire 1 an après finalement, cette bascule vers la sécu. Comment s'est passée cette bascule où t'as pu cette bascule, comment elle s'est passée ? En fonction des projets que je voyais passer dans cette première entreprise, finalement je mettais en évidence les failles en interne. En disant mais ça, il y a une faille là. Comme ça, c'est de la manière suivante qu'on la corrige. C'est une entreprise qui faisait quoi, pardon ? C'est une entreprise qui est bretonne et qui est spécialisée dans tout ce qui est hébergement de données et qui a plusieurs data centers sur Brest. D'accord. Et en mettant en évidence comme ça ces failles, finalement, et par rapport aux besoins qui commençaient à arriver sur la table, parce qu'à l'époque 2017, c'était WannaCry. WannaCry, c'est un virus qui a touché beaucoup d'ordinateurs. C'est une souche virale qui a eu des incidences chez Renault au niveau des pays de l'Est. Qui a eu une incidence chez Saint-Gobain, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Et là, commençaient à apparaître les fameux rançons logiciels avec le fond noir, l'écran tout rouge, et puis donner de l'argent. Ce qu'on appelle le ransomware. Ransomware. Puisqu'on aime bien tout franciser, rançon logiciel. Bel effort. Et puis là, il y a une première prise de conscience de la part des entreprises
Enfin, il y en avait déjà pour les entreprises les plus matures, typiquement des acteurs, je sais pas, du CAC 40, de la finance, des secteurs d'activité très sensibles, la défense. Peut-être. Ils avaient quand même quelques années d'avance. Outre-Atlantique, les Américains, un peu comme sur beaucoup de sujets dans la tech, avaient encore plus d'avance. Mais là, ça commençait à être évocateur que ça pouvait toucher n'importe qui. Et c'est là que la bascule, enfin, tel que je l'ai perçu dans ma carrière, c'est là que j'ai l'impression que la bascule s'est faite. Et qu'une fois que cette bascule s'est faite, c'est tous les événements, RGPD 2018 et ANSSI qui monte en puissance, qui ont aidé à la démocratisation et qui ont fait réfléchir les entreprises sur comment on se sécurise et qui donnent lieu à ce que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, les entreprises ont changé de posture vis-à-vis de profils comme le mien et se retrouvent même en pénurie de ressources pour trouver des hackers éthiques. Alors on est obligé de rajouter éthique derrière pour pas être confondu avec les cybercriminels et parce qu'on a des casseroles médiatiques hollywoodiennes qu'on connaît tous et qu'on a une telle pénurie de ressources en France. Ça, on y reviendra aussi. Et donc du coup, ce job-là, tu fais ça combien de temps ? Tu es resté combien de temps cette boîte ? Donc j'en suis parti en 2020 après avoir changé. Alors effectivement en 2017 je suis passé ingénieur cybersécurité. Alors c'est-à-dire mon travail au quotidien c'était effectivement d'aider. Donc à l'époque cette entreprise ne le faisait pas, mais c'était de développer en interne ce qu'on appelle des tests. Enfin c'était de réaliser pour les clients de cette entreprise des tests d'intrusion. Donc les clients viennent te voir, te disent voilà j'ai un site web. Voilà, j'ai une infrastructure en interne avec plein d'environnements physiques, virtuels, etc. Je caricature, mais je vous donne carte blanche et montrez-moi ce que vous pouvez faire en termes d'intrusion. C'est-à-dire montrer jusqu'où vous pouvez aller, ce à quoi vous pouvez accéder, comment vous le faites. Et puis derrière, eux, leur finalité, c'est de capitaliser, de corriger et d'apprendre à se défendre ou à corriger ce qui ne va pas. Ça a duré à peu près 1 an et demi. Et puis, il y a un moment où le besoin explosait et il a fallu structurer. Ouais. C'était quand ça ? Août 2018. D'accord. Donc, août 2018, toujours dans cette même structure, l'étiquette officielle que j'avais, c'était responsable pôle cybersécurité. Donc là, ça a été négocié avec la direction en disant j'ai un profil un peu atypique. J'ai toujours reconnu. Je suis un peu le chieur de service, désolé de l'expression. Par contre, sur la partie cyber, si vous me faites confiance, l'idée c'est qu'on développe ça et le développement, ça passe par le recrutement de jeunes qui partagent cette même passion, le fait de les former, de leur donner accès à de l'information sans qu'ils finalement traversent un peu cette période soit d'errance, soit de long apprentissage. Cette période un peu limite ou... Oui, la période limite et puis tu as l'accessibilité à l'information. Parce qu'entre-temps, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées et dans cette communauté qu'est le hacking, il y a toujours eu cette notion de partage. Donc effectivement, le tuto dont toi, tu avais besoin pour apprendre à faire quelque chose, il n'était pas disponible au moment où tu l'apprends. Celui qui passe après toi, il l'aura parce que tu l'auras fait. Ouais. Et c'est... J'ai l'impression d'être vieux en disant ça, mais du coup, quand tu formes les jeunes, tu le fais avec cet état d'esprit. Ouais. Ce que j'ai galéré à faire, je vais te donner les moyens de ne pas galérer autant pour que tu puisses te concentrer sur le fait de préparer le terrain pour le prochain. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vraiment le plaisir de partager et de la transmission de compétences. Ouais, et votre mantra d'ailleurs, c'est quoi déjà ? C'est sharing is caring. Ouais. C'est partager, c'est prendre soin. Et c'est pour ça que même si aujourd'hui, effectivement, c'est une activité professionnelle, le sharing is caring, c'est les conférences de barbus, effectivement, avec des bières et des pizzas. C'est le fait de se regrouper. Les barbus, on peut appeler ça un geek aussi, non ? Ils sont pas tous la barbe, mais les passionnés d'informatique. On est des passionnés d'informatique. Le terme geek, c'est un peu comme le hacker aujourd'hui, il est misusé d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il est misusé ? Ouais. C'est-à-dire ? Il est utilisé, pas à mauvais escient, mais c'est un terme, c'est un peu une étiquette qu'on colle aux gens. Mais finalement, le geek, si on devait débattre du sujet, c'est toute personne passionnée, mais un geek, ça peut très bien être quelqu'un de passionné de pop culture, par exemple. Voilà, t'as un geek qui adore les Marvel, qui adore les figurines. De BD, un geek de manga, un geek de surf, un geek de tout ce qu'on veut. C'est finalement un peu, au même titre qu'un hacker ou qu'un gamer ultra passionné. C'est vraiment la passion qui réagit finalement, le mode de fonctionnement de
ce genre d'individus, et c'est ça qui est génial. C'est des personnes qui pourraient te parler pendant des heures de ce qu'ils font et pourquoi ils le font, juste pour le plaisir. Et donc, pour en revenir à notre sujet, il fallait donc former cette génération. Donc, on a monté une équipe de 4-5 personnes à l'époque, et on a développé cette partie, aller chez les clients, sensibiliser, réaliser des tests d'intrusion, etc. Et puis, en 2019 est arrivé le bug bounty. J'ai un peu plongé par accident dans le bug bounty. Alors, bug bounty, c'est encore un nouveau terme à décrypter. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le bug bounty ? Alors, bug bounty, du terme anglais, si on devait essayer de le décrire et de le présenter de manière française, ce serait un peu chasseur de primes. Chasseur virtuel de primes réelles. En gros, ce sont des entreprises. Une autre définition. Ce sont des entreprises, petites comme très grandes. Il y a vraiment tout type d'acteurs qui passent par des plateformes intermédiaires. Et sur ces plateformes intermédiaires, il y a ce qu'on appelle des programmes. Et un programme, c'est finalement une entreprise qui dit voilà le terrain de jeu que je mets à disposition des hackers ou des chercheurs. Ce terrain de jeu, ça peut être, 2 sites web, 8000 sites web, toute l'infrastructure et toutes les filiales. C'est vraiment très varié. Toutes les failles que vous trouverez chez moi, ça peut aller du petit cadeau au gros cadeau, donc des souvenirs, des goodies, des trucs comme ça. Et effectivement, ça peut aussi se traduire par une rémunération, une rétribution financière. Donc, sur lesquels ça peut être 0, 500 euros, 0, 1 million d'euros. Ouais. Et toi, donc, tu as commencé à participer à ça en plus du boulot Effectivement, donc j'avais mes horaires de bureau. Et puis le soir, j'ai commencé en juin 2019 de manière totalement aléatoire. Pardon, je t'ai coupé, t'es pas allé au bout, mais donc du coup, une fois que t'as les petits cadeaux, en fonction, j'imagine, du niveau de criticité de la faille que tu trouves. Le modèle de rémunération, c'est un paiement effectivement à la faille, avec une approche premier arrivé, premier servi. Le premier qui trouve la faille et qui l'explique, c'est le premier payé. Si tu arrives après, effectivement, tu n'es pas payé. Et la grille de rémunération varie en fonction de ce qu'on appelle le score de criticité, donc de gravité de cette faille informatique. C'est une note de 0 à 10. 0, tout va bien, 10, Armageddon. Ok. Voilà. et donc, du coup, pardon, je t'ai coupé, mais donc, le bug bounty que tu as fait, c'était quoi ? Donc, à l'époque, effectivement, j'étais salarié, et puis, on parle avec un collègue à la pause, il me parle d'une fonctionnalité qui est sortie sur un site e-commerce. Puis dans la manière dont il me le décrit, ça me paraissait bizarre. Et des fois, en fait, tu as cette inspiration, tu te dis, mais attends, s'ils ont développé ou s'ils ont implémenté une fonctionnalité de la sorte, il y a quelque chose qui est bizarre, en fait, et ça attise la curiosité. Donc toi, tu as envie d'aller... je rentre le soir, effectivement. Je vais jouer avec la fonctionnalité en question, et de manière très vulgarisée, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle une financial fraud, donc une fraude financière, et de commander un article de mon choix au prix que je souhaitais. D'accord, donc toi dans le système derrière, tu avais la possibilité de modifier le prix et de l'acheter réellement. Quoi. Exactement. Et en remontant là, donc je fais tout de suite ce qu'on appelle une procédure de remontée de vulnérabilité à cette entreprise, avec le petit mail habituel, toujours avec 80% de justification de pourquoi je fais ça, et 20% de données techniques, parce que tu développes un peu à terme aussi une forme de paranoïa. Et puis là, ils me disent, ah oui, effectivement, vous auriez reçu l'article avec le système anti-fraude ne l'aurait pas détecté. Par contre, au fait, pour info, on a un programme de bug bounty et si vous voulez, on vous fait rentrer dedans. Quoi. Je dis, je ne vais pas dire non. Je vais pas dire non. Je suivais de loin parce que, effectivement, bug bounty, c'est arrivé aux US années 95 avec Netscape. Alors, je ne me souviens pas de ce que fait Netscape, mais globalement, ils proposaient à l'époque $5,000 pour un bug. Années 95, c'était il y a longtemps. C'était vraiment au début. Ça a bien explosé aux US parce que les GAFAM, une gestion de la sécurité beaucoup plus historique. Et puis, il y avait des gros acteurs qui développaient le bug bounty en Amérique. Et puis là, on se dit, tiens, un acteur européen, français qui fait ce sujet, qui propose de rejoindre le programme de bug bounty. Je dis, go. Ouais. Et effectivement, ça a été mon premier bounty. Puis c'est la symbolique, moi j'étais comme un fou. Il t'avait payé pour cette première Il m'avait payé pour cette première faille. Ok, d'accord. Il t'avait payé combien à l'époque À l'époque, j'avais touché 5 000 euros.
D'accord. Ah oui, donc Ouais. ok. Donc, Première faille. Et du coup, dans les jours qui ont suivi, j'ai tout de suite dit, ok, d'accord, donc, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est un cadeau? Et puis très vite, en fait, tu te rends compte que tu dois jouer le jeu. Hein. ouais. Donc on va faire toutes les joyeusetés fiscales qui vont de pair avec. Donc j'étais en salariat le jour et puis j'avais pour mes activités nocturnes et du week-end un statut auto-entrepreneur. Ok. Comme ça, je vous rassure, je paye mes impôts et tout est carré d'équerre. Ce serait gênant de te déclencher un contrôle fiscal après le podcast, hein, on va éviter. Non, là-dessus, je suis d'une rigueur extrême et même. Je sais, quand je vois tes factures et tout, je sais, à chaque fois, t'as les fesses propres, comme on dit, ça, il n'y a pas de problème. C'est exactement. Ouais, il faut jouer le jeu. Et donc là, tu te retrouves plongé. Puis même chose, tu échanges avec la communauté de hackers, ça se développe. Et puis tu vois, toujours dans cet esprit de partage, à l'époque, c'est là que les premiers tutos pour les hackers sont apparus sur comment on devient bounty hunter, donc chercheur de primes, quel montage fiscal il faut faire, quelles sont les obligations. Et ça, c'est la commu qui l'a créé aussi. Donc c'est de la ressource publique où tu as le guide t'as le tuto pour les nuls de comment on devient chasseur de primes avec tout ce qu'il faut faire, chez qui il faut se rendre, quel papier il faut signer, compte bancaire dédié qu'il faut ouvrir. Toujours dans cet esprit de partage. D'accord. Et là, j'ai commencé à mettre le nez dedans. Et puis, ça va très vite parce que tu trouves des failles. Au début, c'est des programmes publics qui sont accessibles. Quand tu trouves des failles, effectivement, tu gagnes de l'argent. Tu accumules des points. Et plus tu accumules des points, plus tu es invité à des programmes privés. Sur lesquels il y a eu moins de regards. Sur lesquels c'est des trucs un petit peu plus exclusifs. Ouais. Et les terrains de jeu, là c'est la fête, quoi. Et donc, ouais, c'est un peu comme, je dis une bêtise, mais est-ce que c'est un peu comme, par exemple, le tennis, tu peux être invité des fois sur des tournois. Oui. Si tu as gagné tel championnat, tu peux être invité sur des tournois un peu plus haut niveau, par exemple. C'est un peu le même principe. C'est un peu la même approche, ouais. D'accord. Et là... Les facteurs de sélection se font en fonction des classements, des accomplissements. Et c'est ça qui gère la dynamique d'invitation au programme ou aux événements, comme ça se démocratise de nos jours. Ouais. Et alors dans les programmes, est-ce que t'as fait joujou avec les GAFAM, avec certains, est-ce que tu peux nous en dire plus parce qu'il y a eu quand même, tu t'es fait remarquer sur un bug bounty en particulier, il me semble. Alors effectivement, donc il s'agit de plusieurs programmes publics de bug bounty américains dont je peux parler, donc qui appartiennent aux GAFAM, donc je peux citer Google et Microsoft. L'histoire derrière cette trouvaille, en plus, elle est vraiment fun, puisque j'étais avec un collègue lagnonnais, du côté de Lannion en Bretagne, qui s'appelle Christophe, et avec qui pour le fun, des fois on se réunissait le vendredi soir, la veille des événements de sécu du samedi. Donc là, on s'était réunis en octobre 2019 avant un événement de sécu sur Brest. On devait faire ce qu'on appelle un CTF, un Capture the Flag. C'est une forme de compétition pour le fun de hacking. Ouais. Et puis la veille, du coup, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher tôt? Non. On met enchaînement? Non. Et puis ça part d'un débat jusqu'à pas d'heure nocturne du style 23h minuit. Et il me présente une techno sur laquelle il bossait pour gérer des grosses infrastructures informatiques. Lui, il avait plus cette appétence de savoir-faire technique, administrateur système. J'avais plus la casquette bien sécu à l'époque. Ouais. Et puis en échangeant, on en vient à débattre en disant mais ça c'est proposé par tel gros acteur. Donc effectivement des GAFAM, des acteurs français, du IBM, du Red Hat, etc. Et on se dit mais dans la manière dont c'est conçu, donc c'est ce qu'on appelle du service manager, c'est lorsque des gros fournisseurs de services cloud mettent à disposition des technologies simples d'usage à leurs clients. Et puis en fait, la faille qu'on a trouvée, où on a fait un peu un strike chez tout le monde, c'est la capacité de sortir du périmètre client où on est censé être bien enfermé et d'arriver à remonter chez les fournisseurs de services. Donc là, ça a permis de rentrer... C'est-à-dire, donc par exemple, imaginons Microsoft Azure. Ouais, c'était ça. En place c'était Azure en plus, ouais. C'était Azure, ouais, effectivement. Met en place par exemple des outils pour le paiement. Alors c'était la technologie en question. C'est un exemple un peu plus concret pour bien comprendre. La technologie en question s'appelle Kubernetes. Donc c'est une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle la conteneurisation, ou à défaut de manière très simpliste, ça permet de gérer des infrastructures très lourdes qui nécessitent des gros serveurs, imaginons.
qui nécessite ce qu'on appelle de la scalabilité. C'est typiquement un site e-commerce qui, pendant le Black Friday, reçoit des pointes de connexion très conséquentes. Il faut que cette infrastructure elle soit autonome et qu'elle passe à l'échelle toute seule. Donc qu'elle puisse supporter les variations de charge et de sollicitation. Ok. Et effectivement, donc sur cette technologie de conteneurisation qu'on appelle Kubernetes, on a trouvé ce qu'on appelle une faille Zero Day dedans. Alors Zero Day, ça veut dire quoi ? Une faille Zero Day, c'est une faille qui n'est connue de personne. D'accord. Et que tu trouves, je sais pas, en analysant le code source, en faisant des essais de manière aléatoire, parce que finalement trouver des vulnérabilités des fois dans le hacking, faut pas chercher le schéma de pensée, il peut être complètement tordu et des fois tu as de la chance. Ouais. Et en trouvant cette faille Zero Day, effectivement, ça nous permettait chez tous les cloud providers, donc il y en avait je crois à peu près une 70aine à l'époque à travers le monde, qui proposait du Kubernetes, donc cette technologie en service managé, c'est-à-dire je me connecte à mon espace client et je demande un environnement Kubernetes et en 5 minutes il est prêt. Ouais. Ça nous permettait de rentrer dans l'infrastructure interne de ces service providers, de ces cloud providers. Donc de ces Microsoft par exemple. De sortir de l'environnement client à celui du fournisseur, effectivement Microsoft ou Google ou IBM ou Red Hat, etc. Et là tu aurais pu faire quoi par exemple les incidences auraient été... Si j'avais été... mal intentionné, imaginons. Si on joue au jeu de la supposition, j'aurais pu ne pas rentrer dans l'aspect réglo du bug bounty, c'est-à-dire de leur signaler la faille. Si j'avais été un individu malveillant, on peut tout imaginer, leur vendre un service du marché gris qu'ils revendraient à des forces étatiques, mais tu sais pas ce qu'ils vont en faire et dans quel contexte ça va être utilisé. Le marché gris, c'est le dark web, hein, c'est ça ou non? Qu'est-ce que c'est? Alors, marché gris, en gros, c'est des acteurs qui te proposent des modèles de rémunération des fois plus conséquents que le bug bounty pour acheter ta faille Zero Day et la revendre à tu ne sais pas qui. D'accord, donc mais totalement obscur. Voilà, une fois de plus, derrière le hacker, il y a la notion d'éthique et ça fait pas partie des valeurs qu'on partage et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la sérénité d'esprit de se lever tranquillement à 6h du matin sans personne qui frappe à la porte et en se regardant dans la glace. Et oui, mais c'est vrai en plus. Ouais, d'accord, donc effectivement la personne à qui tu aurais pu revendre, parce que toi tu l'aurais pas fait, mais typiquement ils auraient pu se servir de ça par exemple pour faire planter un de leurs services ou ça aurait pu avoir des conséquences. Je peux pas montrer trop généreux en termes de détails, mais effectivement, ça aurait pu avoir des conséquences notables à grande échelle. C'est bien, t'es corporate, tu dis pas ce que c'est, mais... Non, on a pu partager une partie de ces travaux de recherche. Ouais. On n'a pas eu le loisir de tout présenter. De tout pouvoir présenter, ok. Parce que derrière, il y a effectivement ce qu'on appelle donc des accords de confidentialité. Ouais. On est tenu un peu au secret de Polichinelle, très clairement, et sur lesquels on respecte parce que... si on veut que ces acteurs-ci jouent le jeu comme on le joue, mais il faut à proposer continuer à contribuer à l'intérêt collectif de tout le monde. En fait. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Ouais. Et il faut jouer le jeu. Et le fait que le bug bounty se développe, j'espère, ça contribue d'une certaine manière à ce que certains, même si je ne juge pas, mais certains ne fassent pas le choix de la facilité peut-être de basculer du mauvais côté de la force pour la référence Star Wars. Star Wars, non, effectivement, parce que ça peut être tentant je dis une bêtise, mais d'aller revendre des numéros de carte crédit sur le darknet. Peut-être que tu peux te faire autant d'argent que oui, une faille pour un bug bounty. Je crois que les chiffres officiels, c'est le marché de la cybercriminalité. Alors, après, à quel point c'est vrai, parce qu'il y a toujours cette politique de l'autruche vis-à-vis de la transparence de tous ceux qui subissent des attaques. Le marché de la cybercriminalité, je crois qu'il est évalué à 6 000 milliards d'euros par an. Par an ? Ouais. D'accord. Ça commence à parler. Ça commence à être un gros marché. Ouais, et ça, donc, comme tu disais, la politique de l'autruche, c'est-à-dire que ça, c'est en gros ce qu'on déclarait, on va dire, toutes les entreprises, peut-être. Oui. Mais il y a celles qui se sont fait hacker, qui n'ont pas déclaré, par exemple, les pertes ou... Oui. Parce que dans ce chiffre-là, tu inclus par exemple toutes les rançons qui ont été payées par les entreprises c'est quoi ? Comme tu le dis, effectivement, il y a des entreprises et ça peut se comprendre, qui ne font pas encore ce choix de la transparence. C'est difficile suite à une cyberattaque pour des raisons d'image de marque, pour des raisons de stratégie. Il
il faut très bien gérer son image et sa communication pour dire bon, bah voilà, on a été sujet à une cyberattaque, voilà les incidences. En termes de fuite de données, en termes de rançon demandée, on a subi ça. Voilà comment on a géré la crise. Voilà comment on en sort plus fort ou non. Enfin, j'aime pas être à leur place dans ces moments-là. Ouais. C'est juste compliqué à dire quand on a des gens derrière qui nous font confiance. Et c'est aussi pour ça que la montée en puissance ANSSI, RGPD, CNIL, pour les acteurs de santé comme l'ARS, santé de l'Agence régionale de la santé, pour la montée en puissance et l'accompagnement qu'ils proposent aux collectivités, aux acteurs publics, aux entreprises, ça aide finalement à démystifier le sujet et à aller de l'avant. Et il y a encore énormément de travail. Ça, j'en doute pas. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour le business de la cybersécurité et cyberdéfense. Du coup, après, tu as créé, tu as voulu peut-être aller plus loin, tu as créé donc, ta société actuelle qui s'appelle BZ Hunt. Exactement, ouais. BZ pour Braise, je suppose. Petit clin d'œil breton, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec cette société ? Alors, BZ Hunt, ça a été créé dans un contexte où effectivement, c'est un auto-mensonge. C'est-à-dire c'est parti de... On se dit, bon bah, CDI, poste en salariat le jour, bug bounty, la nuit et les week-ends, ça faisait des grosses semaines en termes de volume horaire. On se dit, si je regroupe tout sous une seule et unique structure, finalement, je vais moins travailler. Puis là, on découvre l'entrepreneuriat et en fait, on se rend compte que... Pas forcément. C'est absolument tout l'inverse. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'on cette expérience, on l'a vit avec... moi, aujourd'hui, je suis plus tout seul, même si au moment de la création de BZ Hunt en novembre 2020, je me suis dit, je vais rester une année tout seul, je vais faire mon chiffre d'affaires, ça va me permettre de sortir mon salaire minimal que je m'étais imposé. Et ça va aller tranquille. Non. Ça a été très rapide. Comme ça. Ça a été très rapide et Victor m'a rejoint en moins d'un an. Et Victor Poucheret qui fait aussi des conférences avec toi. C'est ça. Et il m'a rejoint et puis finalement tout s'est accéléré. Ce qu'on s'était dit, c'était le fait de... Et ce qu'on se dit toujours, c'est d'avoir monté une structure où finalement, d'une certaine manière, c'est une boîte de tech pour les techs, une boîte de passionnés pour les passionnés. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à se développer avec des gars de la commu qui sont passionnés comme nous, avec un modèle RH qui est différent de ce qu'on connaît dans les entreprises traditionnelles. Alors, on ne sait pas si ça va marcher. Pour l'instant, ça marche plutôt très bien, on est très content. Mais c'est essayer de faire les choses différemment. Et faire les choses différemment, finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'univers du hacking. C'est comment on peut développer avec ce modèle de sortir du cadre en dehors de la boîte. Alors, je rassure les contrôleurs de l'URSSAF, là-dessus, on reste dans les règles. Mais par contre, sur l'innovation, le temps alloué à faire de la recherche et du développement, le fait d'essayer de le faire en croissance organique, peut-être pas passer par des levées de fonds, développer des solutions pendant le contexte Covid. C'était difficile de partir aux quatre coins de l'Europe chez les clients pour des raisons sanitaires, fatigue des équipes, etc. Donc, à chaque problème, il y a une solution et comme à chaque sécurité, il y a une faille. Donc, c'est ça un peu l'ADN. L'état d'esprit de la boîte, ouais. Et notre mantra, c'est Eat, Sleep, Hack, Repeat. Donc, Eat, c'est quand on va en conférence, qu'on partage, qu'on échange avec la communauté, qu'on forme les jeunes avec les différentes écoles sur lesquelles on fait un peu de sponsoring et qu'on voit la manière dont ils préparent la suite sur ces sujets-ci. J'ai l'impression d'être vieux en disant ça, c'est un truc de fou. C'est le fait d'être passionné et d'arriver difficilement à décrocher, mais on n'a aucune honte à le dire parce que effectivement c'est un job de passionné. Et puis c'est le fait de se dire on peut autant être dans l'échange avec des clients sur de la petite PME locale comme des boîtes du S&P 500, mais on échange avec des clients en fonction des métiers qu'on veut découvrir. Parce que effectivement, un hôpital avec une infirmière au service des urgences, tu sécuriseras jamais de la même manière qu'un acteur de la finance avec un budget illimité. Donc en fait, c'est le jonglage entre tous ces écosystèmes qui est très stimulant parce qu'on met vraiment les bonnes solutions
Et on se retrouve avec des contraintes qui varient tout le temps et on est obligé d'être créatif pour leur apporter des solutions qui correspondent réellement à ce dont ils ont besoin et comment ils en ont besoin. Vendre l'usine à gaz pour vendre l'usine à gaz, c'est pas notre état d'esprit. Ouais, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir des PME de 50 salariés avec une solution à 100 000 euros par an, quoi. Ah bah clairement oui. Surtout quand effectivement le budget annuel de la gestion de l'informatique chez eux, c'est 30 000 euros par an, quoi. Et alors, moi, ce que j'aimerais bien que tu partages, on en a déjà parlé, t'en parles dans tes conférences, c'est un peu comment ça se concrétise au quotidien, ton métier. Alors tout à l'heure, tu me parlais, par exemple, effectivement, toujours dans cet ADN de chercher des solutions à comment vous avez créé des mini-ordinateurs sur stéroïdes pour envoyer chez les clients. Alors, tu peux en parler, mais après ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, notamment les intrusions, parce que souvent, intrusion, on pense à intrusion digitale. Typiquement, voilà, j'arrive à rentrer dans le système informatique d'une boîte, mais tu fais aussi des tests d'intrusion physique, et parfois ça peut mener à des choses très drôles. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà peut-être par exemple, ce petit ordinateur, pour voir un petit peu comment vous avez abordé ce problème-là, et après un peu des différentes activités que vous faites justement au quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on se lève le matin, même si maintenant dans le cadre de la structuration, on a appris à découvrir des plannings bien organisés, bien structurés, etc. De manière caricaturale, lorsqu'on se lève le matin, nos missions, elles varient tellement que finalement, ça peut être tout et son contraire. Au sein de ce qu'on fait en grande majorité, effectivement, il y a les tests d'intrusion virtuelle d'une part et les tests d'intrusion physique de l'autre. Tests d'intrusion virtuelle, lorsque le Covid est arrivé, il y avait cette contrainte à ne pas pouvoir se déplacer aisément. Parce qu'en général, ce que tu faisais, c'est que tu allais voir tes clients. Effectivement, tu as des demandes qui sont en pleine croissance. Et puis, tu te retrouves en fait avec des équipes qui sont fatiguées d'être H24 sur le terrain en déplacement, retour Brest, redépart pays européen. Ils reviennent 2 jours à Brest, ils partent dans le sud de la France. C'était pas pratique. Et puis, globalement, même pour les clients, ça coûte cher aussi en frais de déplacement. Même si, voilà. Et on s'est dit, finalement, comment on pourrait développer, et c'est ce qu'on a mis en place, on a développé une flotte de mini-ordinateurs, comme tu les appelles, alors sous stéroïdes. Mais globalement, c'est des machines qu'on transporte dans des caissons sécurisés. Une caisson sécurisée, c'est quoi? Alors, je peux pas trop... Alors, je peux en dire une première partie sur la sécurisation. Pour l'instant, ils sont assurés, bien cadenassés dans des boîtiers mousse. Sur la manière dont ils vont être sécurisés, on devrait passer à l'échelle prochainement, mais je tease prudemment. D'accord. Pousser le truc un peu plus loin en mode bien geek. Pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure. Et globalement, donc c'est un boîtier sous stéroïdes. Ça ressemble à quoi? C'est une boîte de céréales Ça fait... Alors, j'ai pesé il n'y a pas longtemps pour des raisons de logistique et de transport. Ça fait 3,5 kg et globalement, c'est un mini PC, mais qui doit faire du 30 cm par 16 et par 40 cm. Donc c'est vraiment tout petit. Tu envoies ça chez le client et puis finalement il ouvre sa boîte et il a une procédure toute jolie sur un coup d'alim, un câble Ethernet et puis voilà, on peut simuler comme si on peut se mettre dans des conditions où on réalise un test d'intrusion chez lui comme si c'était finalement ce qu'on appelle le test du stagiaire d'une part. Donc si on se met dans une situation identique à 2 cas de figure, soit quelqu'un qui rentre impunément et qui se branche sur n'importe quelle prise Ethernet, ou à défaut un point d'entrée que serait celui d'un collaborateur qui a ouvert une pièce jointe et on part d'un PC infecté avec un niveau de privilège un peu plus élevé que si on s'était simplement branché. Et cette sonde permet de simuler ça. Et cette sonde, nous, à travers une infrastructure sécurisée, nous permet de travailler jusqu'à 4 à distance en parallèle, avec des environnements qu'on crée pour le client, qui à la fin de la mission, parce que ça on y accorde une grande importance, on lui délivre avec des manuels d'utilisation, parce que aller dans une entreprise à un instant T, leur dire voilà, on a passé une semaine chez vous, voici les failles, et puis revenir un an après et de se rendre compte qu'il n'y a pas eu forcément d'appropriation ou de capitalisation sur comment on corrige, comment on forme les équipes en interne ou autre. Finalement, la valeur ajoutée, elle n'est pas là sur un modèle standard. Et l'idée, c'était de leur dire à travers cette approche avec la sonde, et puis le côté simple d'utilisation, le côté à la fin, ils ont toute la traçabilité, et puis l'environnement de jeu
d'utilisation qu'on leur livre, ils peuvent en interne essayer de reproduire ce qu'on a fait, comparer, comprendre. D'accord. Et derrière, ça les aide à gagner en maturité et c'est génial. Ok, ouais, donc on est vraiment sur cet état d'esprit sharing is caring, quoi. Quand d'autres boîtes, je pense, auraient choisi de dire non, les cocos, si vous voulez faire appel à nos services, on va repayer machin, donc là vous leur laissez la possibilité de pouvoir recommencer par eux-mêmes, quoi. On fait quasiment pas ce qu'on appelle de double check. On en fait très peu. Un double check, c'est revenir peut-être 6 mois après, faire la double vérification. D'accord. On en fait quasiment pas parce qu'en fait, lorsqu'on finit une mission, l'idée c'était de se dire il faut aider les clients et les aider à s'approprier sur ces sujets-ci pour qu'ils puissent le faire en autonomie. Parce que, ok, très bien, on peut revenir au bout de 6 mois ou d'1 an, mais tant qu'à faire et que ça serve l'intérêt et son besoin, pourquoi ne pas passer à l'étape du dessus sur d'autres sujets? Mais pour ça, il faut qu'effectivement, ce ne soit pas que nous qui soyons dans l'avancement, mais qu'eux aussi capitalisent et s'approprient dans le cadre de leur montée en maturité sur les sujets cyber sur 1, 2, 3 ans. D'accord. Et alors, donc ça c'était un des exemples de ce que vous faites, et aussi donc, dans les tests d'intrusion, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites Sur les intrusions physiques? Ouais, ça c'est sympa ça. Ouais, c'est quand même sympa. Les tests d'intrusion physique, alors je l'aurais pas imaginé de la sorte il y a 3-4 ans, mais effectivement sur certains secteurs d'activité, puis pour avoir fait l'essai à l'époque dans le milieu hospitalier, tu te rends compte qu'en fait tu as certains domaines, le médical, les secteurs industriels ou autres, qui sont... c'est un écosystème qui vit et qui bouge constamment, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Et de plus en plus sont inquiets par ce qu'on appelle donc la sécurité physique. Surtout dans le monde hyper connecté dans lequel on vit, la sécurité physique, d'une certaine manière, c'est clairement une extension de la sécurité de ce qu'on appelle le système d'information, donc les postes bureautiques, les serveurs, etc. Sécurité physique, globalement, qu'est-ce qu'on retrouve comme exemple très parlant dedans? Les badgeuses, les caméras de vidéosurveillance, les postes de liaison sans fil et de communication radio. Et tous ces éléments-ci, c'est finalement une extension de l'écosystème informatique de base. Oui. Et quand on voit la sécurité de ces équipements-là, c'est une catastrophe. Donc l'intrusion physique, c'est finalement avoir carte blanche pour certains clients de mettre en évidence, nous en tant que visiteurs extérieurs, jusqu'où on peut aller au sein d'un site quelconque, où effectivement ça peut passer par une approche très technique où le cliché de tu accèdes illégitimement à la caméra de vidéosurveillance que tu coupes, tu ouvres le portail à distance, ou à défaut de passer par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Mmh. C'est appeler l'accueil, dire voilà, je t'appelle du siège, c'est la catastrophe ici, je t'envoie quelqu'un dans 20 minutes. Est-ce que tu peux le laisser rentrer? Vérifie bien qu'il est de telle entreprise. Par exemple, ouais. Vérifie bien qu'il appartient à telle entreprise. On fait un faux bon d'intervention, etc. Et malheureusement, ça passe trop souvent. Ouais. Mais à travers ce genre d'exercice, en fait, ce que cherchent les mandataires, donc c'est-à-dire ceux qui nous demandent de faire ce genre de mission, c'est de mettre en évidence et de voir comment les réflexes sont acquis en interne, en termes de remontée, de signalement, parce que dans tous les cas, on arrivera toujours à rentrer comme on arrivera toujours à trouver une faille. Oui. Mais par contre, c'est sous combien de temps l'information remonte, qui la remonte, comment est-ce qu'il réagit, sur quoi ça aboutit, et c'est faire les levées de doute sur toutes ces questions. Et c'est passionnant, parce qu'effectivement, on se prend pour James Bond. Depuis qu'on fait ce genre de mission, on a, dans l'équipe, développé... on s'est bien entraîné sur tout ce qui est crochetage de serrures. Sur les ouvertures de coffres, on s'amuse comme des petits fous. Sur tout ce qui est vol, clonage de badges à distance, etc., il y a plein de choses à faire. Encore, on n'a pas fini d'acheter tout dans le magasin. Ouais. Quand on va sur les sites spécialisés, c'est comme si on allait au magasin de jouets pour Noël, nous. Quoi. Y a donc dès qu'on a l'occasion, on achète. Tu trouves un peu tous ces gadgets-là. Et d'une manière assez simple, on peut être tenté, effectivement, même personne lambda, d'acheter ce genre d'équipement. Ok, donc tu vas vraiment prendre la place même de l'agent de sécu parfois. Ça peut arriver aussi, quoi. On a eu plusieurs fois la situation, effectivement. Victor s'est retrouvé déguisé en agent de sécurité. Ça arrive assez souvent. Okay. Parce que c'est vrai que sur certains secteurs d'activité, les postes de sécu sont une cible privilégiée, parce qu'effectivement, on se retrouve avec plus de passe-droit derrière
dans le scénario d'intrusion. Ok. Non, en tout cas, ça t'en parles vraiment en conférence. Voilà, tu donnes des exemples un peu plus détaillés. Bon, là, le temps est compté, il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'ailleurs, au sujet de tes interventions, tu fais aussi des ateliers sur la gestion de crise. Je trouvais ça passionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ouais. Alors, les ateliers de gestion de crise, dans quel contexte on les fait ? On a décidé de les mettre en place après la recrudescence et le fait qu'on ait loupé Noël et Jour de l'An avec Victor. Enfin, même, alors, c'est-à-dire effectivement, sur la fin de l'année 2021, je t'avoue qu'au 31 décembre, j'avais des cernes qui descendaient presque en dessous du nez. Mais globalement, c'est recrudescence des vulnérabilités exploitées par les cybercriminels. Une fois un accès sur les infrastructures internes des victimes, beaucoup plus de capacité grâce aux vulnérabilités de 2021 toujours d'occasionner du dégât, de déclencher des rançons virulentes et très impactantes. Donc derrière, on se retrouve effectivement en réponse à incidents sur lesquels c'est des process lourds, sur lesquels les équipes sont en situation de stress, de fatigue, etc. Ouais, donc ça, c'est aussi un de tes scopes d'intervention, c'est d'intervenir en tant que pompier auprès des clients qui t'appellent parce qu'ils se sont fait... on n'est pas sur un modèle effectivement proactif, mais cette fois-ci curatif. L'analogie pompier, c'est exactement ça. Et puis de là, en fait, on en a tiré l'enseignement en se disant, effectivement, cyberattaque, ça va arriver. Ça arrive toujours un jour ou l'autre. Par contre, finalement, en fonction de chez qui tu es amené à intervenir, tu te rends compte qu'il y a des entreprises où effectivement c'est bien approprié, la manière de réagir, les processus à dérouler, et d'autres où c'est pas le cas. Ou alors d'autres où il y a peut-être déjà eu des incidents dans le passé et finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts pour ce genre de situation. Sauf que lorsque tu échanges avec eux, tu leur dis est-ce que vous voulez vous entraîner à ce genre de situation ? Ils se disent ouais, mais si on a eu le traumatisme au préalable, on veut pas que ce soit marqué au fer rouge. Enfin, les équipes ont déjà été marquées au fer rouge, on voudrait une approche plus cool, quoi. Ouais. Mais sur lesquelles, par contre, on garde quand même cette appropriation, cette cohésion de groupe sur comment est-ce qu'on gère une crise. Donc finalement, sur l'approche qu'on mène maintenant, on propose des constitutions où ça va être un nombre d'acteurs qui vont rentrer dans une forme de jeu, faut le dire. Un peu comme un escape game en gros ou... C'est vrai. On peut effectivement comparer ça à un escape game parce qu'en fait, ce qu'on fait concrètement, on crée une entreprise virtuelle avec tout un passif, tout un historique jusqu'aux réseaux sociaux, jusqu'à des faux prestataires, des faux clients, des faux services de mail. Donc on crée tout un écosystème qui nous permet de leur proposer d'enlever leur casquette de la structure de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, le temps d'une journée par exemple, et de se mettre et de devenir finalement collaborateur de la structure créée pour l'entraînement de cette entreprise virtuelle. Qui s'appelle entreprise qui s'appelle, alors ça on varie les noms, mais dans quelques exemples on a eu All in the Racket, on a déjà fait des exercices avec du Fire in the Place. Donc on garde ce côté un peu fun, mais en tout cas vous les mettez vraiment, vous les plongez dans un vrai cas avec des choses concrètes comme des comptes, des vrais sites internet, etc. Ouais. Et derrière on répartit en équipe puisque finalement une gestion de crise cyber, on peut se dire effectivement quand ça tombe un samedi soir, c'est tout de suite les gars des équipes tech qui vont y aller et c'est que eux qui vont éteindre le feu. En fait non, parce qu'en plus des équipes tech, il y a les acteurs de la communication, il y a les chefs de projet, il y a la direction qui va se retrouver au moment où un autre impliqué également. Et c'est finalement, à travers ce genre d'exercice, on le fait avec sérieux, mais il faut quand même que ce soit... ils puissent se projeter dans l'approche. Donc il faut qu'ils y trouvent un intérêt, et le jeu est une super approche éducative, comme un escape game. L'escape game, on veut tous résoudre l'énigme. Ouais. Et même si c'est sérieux parce qu'on a un temps limité, comme dans un contexte d'urgence, on n'a qu'une heure pour tout résoudre. C'est la cohésion de groupe et le travail d'équipe et d'apprendre à se répartir les tâches, de ne pas se marcher dessus, d'apprendre à prioriser ce qu'il faut faire, d'apprendre à communiquer entre nous, parce que finalement,
en contexte de crise et sous pression, l'humain change aussi de comportement des fois. Donc c'est faire travailler tout ça avec le jeu et leur permettre derrière, avec du rétexte, de se dire sur cette journée, on a appris ça on s'est trouvé en difficulté, mais par contre, on comprend quoi faire. Ou alors, derrière, on les accompagne aussi, puisque l'idée, c'est pas de les mettre en situation d'échec, mais leur faire vivre une expérience avec un cadre qui a été créé pour eux et sur lesquels ils vont pas se projeter ils vont pas s'identifier pour des raisons de traumatisme précédent, par exemple, à leur propre entité. Ouais. Mais par contre, ce qui va être créé pour eux, ça sera évocateur jusqu'au petit détail technique, parce qu'on aime bien faire les choses bien fabriquées pour eux. Ouais. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que on parle d'un atelier sur la gestion de crise, mais au final, ça met en exergue beaucoup d'autres soft skills, je dirais, dont les organisations ont besoin aujourd'hui, comme tu disais, l'esprit d'équipe, effectivement, la communication en équipe, sur la résilience aussi, ne pas lâcher l'affaire, essayer vraiment de mener cet atelier jusqu'au bout, arriver à résoudre l'énigme, entre guillemets. Donc ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails, par exemple, sur qu'est-ce que vont vivre les gens, par exemple, éventuellement durant cet atelier? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des choses un peu sournoises, tu m'as dit. Alors, les choses sournoises, oui, parce que au final, pour l'aspect expérience utilisateur, d'une certaine manière, comme pour renforcer cette projection dans la manière dont ils vont s'intégrer dans ce scénario fabriqué pour eux. Un peu comme un escape game, il y a tout le storytelling. On crée une histoire. Et l'histoire, on la crée effectivement, l'entreprise pour laquelle vous vous retrouvez à travailler pendant une journée, elle a tel prestataire, elle a tel partenaire, elle a tel client. Le PDG, il s'appelle Toto. Les différents acteurs et votre écosystème avec lequel vous interagissez, il est le suivant. On leur pose tout ce contexte. Et ce contexte, il va évoluer pendant la simulation et pendant l'exercice, où effectivement, ça va aller assez loin jusqu'à recevoir des coups de fil d'un client fictif qui dit je comprends pas, ça fait 2 heures que j'arrive plus à accéder. Moi, je sais, ce client en question, il est important pour la boîte. On leur explique que c'est 80% du chiffre d'affaires. Il est dans une colère rouge. Comment est-ce qu'on gère ? Parce qu'il y a l'aspect technique, bien, mais c'est les équipes techniques qui sont dessus, qui ne savent pas forcément donner de la visibilité dans les premières heures, mais comment fait l'équipe de com dans ces moments de crise ? Donc ça peut être un client qui appelle, ça peut être le PDG qui, impatient, se retrouve à mettre la pression peut-être trop poussée à ses collaborateurs internes en appelant toutes les 5 minutes pour dire on en est où. Et c'est finalement, on a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'approches différentes possibles. Et à travers ces 20-30 approches possibles sur la journée, on va pouvoir venir positionner le curseur en fonction de la dynamique de chacune des équipes pour pouvoir soit redynamiser d'une part, soit à défaut les faire redescendre un peu en pression, parce que l'idée, c'est pas de déclencher des burn-out. C'est pas de déclencher des burn-out, c'est pas les mettre en situation de stress excessive, parce que la réalité des faits le fera déjà d'elle-même. Ouais. Mais par contre, c'est d'avoir une approche où voilà comment on peut découvrir ce que c'est, voilà comment on peut découvrir et s'approprier les premiers gestes. Et puis, en fonction des groupes et de ce qu'on fabrique comme histoire avec les clients, c'est voilà comment on peut faire monter en compétence chaque équipe tout en gardant cette cohésion, parce que dans tous les cas, c'est incontournable, ils travailleront tous ensemble. Ouais. Et qu'est-ce que, dans le monde réel, entre guillemets, surtout toi, ces attaques sur lesquelles tu travailles, je dirais en mode curatif, dans ces périodes justement de crise un peu, c'est quoi la chose la plus difficile pour les entreprises au final, quand on a une entreprise par exemple qui se fait hacker, qui a un ransomware par exemple, qui se fait, comment on dit, qui se fait rançonner, c'est quoi la chose la plus difficile pour les boîtes que tu vois? Le scénario très catastrophe, c'est lorsque tu arrives en mode pompier et qu'il faut annoncer le discours de tu ne peux rien faire. D'accord, parce que ça arrive aussi, ça arrive aussi, pas toujours. Et ça se solde de quelle manière? C'est un dépôt de bilan. D'accord. Voilà, exemple type, anonymisé, une entité, 15 collaborateurs, pas de sauvegarde.
ou alors une sauvegarde, enfin pas de sauvegarde externalisée, pardon, Ouais. je précise, donc c'est-à-dire que la donnée est sauvegardée régulièrement et envoyée chez quelqu'un de confiance via des canaux sécurisés qui ne peuvent pas être compromis par les rançons logicielles, parce qu'aujourd'hui, ils savent se propager avec plusieurs modes opératoires jusqu'à la sauvegarde. D'accord. Donc pas de sauvegarde, 15 collaborateurs, en 48 heures, le constat c'est non, la donnée ne pourra pas être récupérée. Lorsqu'il y a 15 ans d'historique d'exploitation, qu'on l'annonce et qui dit bah ouais mais je peux plus tourner sans ma donnée, bah ça démarre progressivement avec du chômage technique et ça aboutit sur un dépôt de bilan. D'accord. Sur d'autres situations, on arrive à s'en sortir, à reconstruire le système d'information avec eux. Le plus difficile, c'est pas la technique à gérer, c'est l'humain. C'est l'humain parce que si tu arrives, je sais pas, au bout de 4 jours où ça a tardé enfin le client a tardé par exemple à te solliciter, ou il y a une volonté d'essayer de s'en sortir seul, et puis tu te retrouves avec des acteurs qui sont épuisés, sur lesquels dans ces process où si tu t'es pas approprié ce qu'est une crise, tu penses pas forcément à mettre en place des plannings par rotation pour pas épuiser les collaborateurs internes, parce que t'as pas forcément conscience que tu es parti sur 10, 15, 20 jours de réponse à incident. Oui, d'accord. Donc c'est tous ces aspects-ci que ça permet aussi que ça leur permet de découvrir à travers les ateliers. Mais voilà les composantes les plus graves. Ouais. Et même sur la réponse à incident, aujourd'hui on est appris, notre métier c'est apprendre à réparer effectivement la machine d'une certaine manière. Mais il faut aussi reconnaître que même si on sait le faire dans le cadre d'une gestion de crise, réparer de l'humain, on ne sait pas le faire, on n'est pas psychologue. Ouais. Et même pour nos équipes, on se doit de les préserver. Sur des sujets graves, aujourd'hui, il est nécessaire que les acteurs de la cyber aussi pensent à l'éventualité d'avoir des accompagnants pour leurs équipes sur le plan psychologique, par exemple. Ouais. Non, parce qu'effectivement, tu peux pas, comment dire, c'est le côté curatif. Bon, malheureusement, j'imagine que c'est ce que tu fais principalement pour beaucoup. On limite un petit peu parce que la fin de l'année 2021 a été lourde. Ouais. Ça nous a pas empêché de recommencer là. Ouais. Mais on fait ce qu'on peut, et c'est surtout qu'on manque d'acteurs disponibles en France par rapport au nombre d'attaques observées sur lesquelles il y a des appels à l'aide. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appels à l'aide, mais derrière il y a peu de sociétés ou d'intervenants comme toi qui peuvent aider ces entreprises, quoi. Ouais, la notion de concurrence sur ces sujets-ci, je l'aperçois même pas avec les acteurs de la région Bretagne vers qui on renvoie les dossiers. Typiquement, on est appelé, on est déjà sur un sujet urgent, on renvoie à l'autre boîte sécu du coin à Brest, où ça part même jusqu'à Rennes. D'accord. Parce que le message qui est passé généralement, c'est qui peut prendre le dossier, qui peut éventuellement arriver à nous mettre 2 gars à dispo, qui peut faire venir demain le gars expert sur du Windows à la première heure et qui prend le train dans la nuit. Enfin, c'est un peu de la débrouille. Et encore, c'est pour des acteurs, sur les acteurs les plus importants en France aujourd'hui, c'est l'ANSSI qui intervient. L'ANSSI aussi peut intervenir, sur des très très gros cas. D'accord, donc ils ont une équipe d'experts en cybersécurité qui peut aider les entreprises. Typiquement, si demain Renault, je dis une connerie, Renault se fait attaquer et perd je sais pas, l'utilisation de son outil industriel sur ses unités en France, l'ANSSI peut solliciter ses experts et les envoyer chez Renault, par exemple. Historiquement, tu vois, typiquement, c'est eux qui avaient fait l'intervention sur TV5 Monde en 2015. D'accord. Qu'est-ce qui s'était passé TV5 Monde en 2015 TV5 Monde, je sais pas si c'est la première fois, mais il y avait eu la chaîne de télévision s'était retrouvée coupée. Parce qu'effectivement, ils étaient rentrés sur le réseo interne et ils avaient accédé au boîtier de gestion. Alors par contre, j'y connais rien en audiovisuel, mais de mémoire, c'était les boîtiers qui géraient la transmission ou des flux vidéo ou des encodages. D'accord. Des choses comme ça. Et effectivement, par la compromission de ceci, ça avait mené à une coupure ponctuelle de ce qui était diffusé à l'écran. D'accord. Donc l'ANSSI peut intervenir, mais bon, il ne se déplace pas. C'est pas comme la gendarmerie qui est implantée partout et qui est censée intervenir rapidement un peu partout. C'est sur les sujets les plus graves, effectivement. Ok. Justement, bon, là, on va pas tarder à s'arrêter, mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux entreprises
Justement, un peu pour essayer de se protéger justement contre les cyberattaques. Aujourd'hui, sur quelqu'un qui démarrerait de rien, parce qu'il en reste encore en termes d'entreprise, on a une autorité de régulation, donc on a l'ANSSI. À l'heure actuelle, l'ANSSI, pour démarrer sur le sujet, comment j'intègre finalement la composante cybersécurité et je me l'approprie en interne. L'ANSSI met à disposition des ressources dédiées avec des niveaux de complexité, ça va du très simple au assez poussé. Il en existe et c'est finalement, ça démarre, tu vois, par exemple, avec un fameux guide qui s'appelle les 42 règles d'hygiène numérique. Guide d'hygiène numérique. Il y a des référentiels à disposition. Ça permet de développer en interne ce qu'on pourrait qualifier, alors j'aime pas parce qu'on met cyber partout maintenant, mais ça, donc je vais jouer le jeu, je vais abuser de la terminologie, ça permet de développer la cyberculture au sein d'une entreprise. C'est une première démarche. Aujourd'hui, les ressources sont même gratuites à ce sujet-ci parce que justement, ça fait partie des objectifs de l'ANSSI. Sauf que effectivement, en fonction de la manière dont on s'expose, on surcommunique sur Internet, et par rapport au niveau de menace qui lui est croissant, avec des outils automatisés qui facilitent l'exploitation. Par exemple, on a un serveur de messagerie 2021. Si on avait un serveur de messagerie Microsoft pas à jour exposé sur Internet, il y a forte chance qu'il ait été compromis. D'accord. Vis-à-vis de ces sujets-ci, finalement, c'est parce qu'il y a une problématique d'application des patchs, mais au-delà de ça, c'est ponctuellement, il faut effectivement réaliser ce qu'on appelle des tests d'intrusion virtuels. Le physique, alors pour le coup, c'est un cas bien spécifique, mais la pratique, c'est venir faire tester sa sécurité sur ce qu'on expose sur Internet ou sur son infrastructure interne. Parce que sur l'infrastructure interne, finalement, on se met dans la peau de « j'ai reçu un mail ». Ouais, j'ouvre il y a eu un clic. le PDF et c'est pas vraiment un PDF. Et ça part de là. Donc ça s'inscrit dans la complémentarité, mais derrière c'est en plus de ça un sujet de fond, de gouvernance et de réflexion à avoir en disant finalement de quelle manière j'encours un risque, et pour ça il faut bien maîtriser ses environnements informatiques, savoir cartographier, c'est-à-dire tout mon écosystème virtuel. Quel est-il ? Combien j'ai de machines ? Combien j'ai de serveurs ? Finalement, lesquels sont les plus critiques par rapport à ce qu'on fait au quotidien ? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de... L'info la plus précieuse, par exemple Information, notion de disponibilité de service. Si demain, celui-ci tombe en panne, à quel point ça nous parasite ? Voilà, donc tu rentres dans une approche qu'on appelle d'analyse de risque. C'est finalement identifier là où est le risque, littéralement. Et puis, à partir de là, tu sais où tu dois prioriser l'effort appliqué sur la manière de renforcer, de traiter la sécurité. D'accord. Et c'est ça, ces premières démarches qui vont te faire gagner en maturité. Après, à partir du moment où ces premières étapes ont été franchies, tu rentres dans une approche plus moyen, long terme, sur lesquelles tu capitalises. Sur les boîtes qui ont le plus de maturité aujourd'hui, elles se lancent dans le bug bounty. Se lancer dans le bug bounty ou aller acheter une solution hors de prix dès le début, c'est pas légitime. Lancer un programme de bug bounty, tu n'as jamais fait de test d'intrusion, en 24 heures, le portefeuille il est compliqué. Il est vide. Non, mais voilà, c'est comme tu disais, même une petite PME par exemple de 10-15 salariés peut, en lisant par exemple les recommandations de l'ANSSI, d'elle-même déjà réduire le risque simplement. Je voulais juste qu'on refasse le point un peu sur tes différents sujets de conférence. Du coup, voilà, tu interviens alors sur la gestion de crise. Effectivement, ça, tu peux intervenir sous format de conférence. Sur quelle autre thématique tu interviens du coup ? Sur quelle autre thématique j'interviens ? Je dirais qu'il y en a une première qui suit un fil rouge qui est... ça je le retrouve assez souvent, mais c'est démystification finalement de ce qu'est mon métier aujourd'hui, d'une certaine manière. Un hacker éthique en 2022, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Avec des exemples concrets et puis une approche tout de même un peu anecdotique et amusante, parce qu'on arrive avec plein de souvenirs et pas plein de faits d'armes, mais c'est un peu notre passif de ces dernières années. De use cases qui sont effectivement parfois même très drôles. On a de la chance, même si c'est un domaine très confidentiel, sur lequel il faut respecter ces sujets-ci d'engagement de confidentialité, on a quand même des fois la chance d'avoir
un acteur parmi les 50 qu'on va croiser qui va dire bon bah c'est bon, c'est corrigé, ça je te laisse en parler, ou alors je te laisse en parler partiellement, l'anonymisant, etc. Donc le partager avec des éléments et des exemples concrets, c'est directement évocateur de effectivement ce qu'il est possible de faire. Ça permet aussi au passage d'appuyer que contrairement à ce que on lit dans la presse, l'imaginaire collectif autour du hacker, effectivement c'est pas le clavier et 2 secondes. Ouais, ils ne sont pas 2 sur un clavier comme tu dis dans NCIS ou je ne sais quelle autre série. Mais effectivement, donc, tout le côté qu'est-ce que c'est ton métier, effectivement, démystifier un peu le modèle de hacking. Et tu avais fait une conférence intéressante aussi, je me souviens, donc, chez BNP sur l'innovation, la créativité. Oui. Ça qui avait bien marché. Tu interviens aussi un petit peu sur les sujets, je dirais, un petit peu plus géopolitiques globaux pour expliquer un petit peu aussi, comment dirais-je, un petit peu décrypter la menace cyber. Alors on a une intervention effectivement récemment qui consistait à expliquer, vulgariser le travail de recherche qu'on a fait dans le cadre du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, sur lequel il y a eu beaucoup de buzz, en plus de toute la désinformation qui a circulé autour de ce sujet-ci, sur début 2022, finalement, est-ce que le monde ne rentrerait pas dans un contexte de cyberguerre ? Alors, on a pas mal travaillé sur le sujet parce qu'il nous tenait à cœur, et parce qu'effectivement, fallait être prudent quant au fait d'utiliser des termes aussi alarmistes. La notion de cyberguerre, si elle était là, ça serait senti d'une toute autre manière. Par contre, dans le cadre de ce contexte géopolitique sur la partie cyber, ça a été très intéressant d'analyser et de comprendre la prise de position de certains groupes de cybercriminels par rapport à un rattachement qu'on pourrait qualifier de patriotique en disant nous on est pro-Intel, enfin typiquement pro-Russie ou pro-Ukraine par exemple. Ouais. Et les réactions qui en ont découlé de cette prise de position et cette prise de parti a donné lieu à des fuites de données. Typiquement, on a travaillé sur la fuite, ce qu'on appelle le Conti Leak, donc c'est les fuites des conversations internes du groupe de cybercriminels Conti, qui avait annoncé être attaché être pro-russe en date du 25 février. Et l'analyse des fuites de données, nous, ça rentre dans notre processus de veille, de R&D, et ça nous permet de mieux comprendre les modes opératoires, les ressources à leur disposition, les organisations internes. Et derrière, c'est extrêmement important. C'est très riche comme données pour nous, pour des raisons stratégiques qu'on applique sur le plan offensif aussi et de sécurisation de nos clients. D'accord. Donc, pas mal de sujets liés à la cybersécurité. Je voulais finir en te demandant, est-ce que tu as, par exemple, un bouquin à conseiller, éventuellement à ceux qui s'intéressent au sujet de la cybersécurité ou qui ont envie un peu de s'essayer, justement, à mettre les mains dans le cambouis, comme tu dis. Est-ce que tu auras, pas forcément un bouquin, tu vois, mais est-ce que tu auras peut-être un site internet, tu vois, un forum, peu importe, un conseil à donner peut-être aux gens qui souhaiteraient un peu se former là-dessus, découvrir un peu plus ce que c'est que ce métier, cet univers? Oui, j'en ai, parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup cette question-là. Que ce soit de gens en reconversion professionnelle qui démarrent, moins de la part d'étudiants directement dans des filières spécialisées, mais tel qu'on a appris à l'époque, aujourd'hui, il existe des plateformes d'entraînement. Donc ces plateformes, on s'inscrit, c'est gratuit. Et il y a tout un écosystème et toute une communauté qui est là pour apprendre et progresser. Et ces plateformes, il y en a peut-être 5-6 fois plus aujourd'hui qu'en 2015. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et je peux en citer quelques-unes. Il y a RootMe. RootMe, aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait démarrer, ça va lui permettre de découvrir plein de catégories autour du hacking, au sein même du hacking. D'accord. D'apprendre à cibler des sujets sur un site web, donc c'est sous forme de challenge, avec des points, des classements, etc. Ok, donc il y a une gamification quand même du sujet pour le rendre un peu plus sympa. On en revient toujours au jeu d'énigmes, finalement, ou à l'approche un peu escape game. L'approche gamifiée, en fait, elle est stimulante. Oui. Et RootMe, c'est
c'est un peu la référence en France historique. Ça s'est énormément développé avec Hack the Box, Burp Suite Academy, qui eux poussent les approches d'apprentissage. Hack the Box, par exemple, c'est beaucoup d'environnements où ils s'inspirent de vulnérabilités du quotidien, où ils les intègrent dans des cibles réalistes et sur lesquelles, pour les exploiter, il faut utiliser des failles qui sont sorties dans l'année. Donc ça suit bien l'actualité. Et Burp Suite, c'est ça. En gros, c'est le leader. Ça fait partie des outils l'outil prioritaire. S'il fallait en garder un, ce serait Burp Suite dans notre métier. D'accord. C'est un outil qui nous permet de jouer entre ce qu'on fait et ce qu'on envoie à un site web pour altérer la donnée et essayer de trouver des failles. Ouais. Ils ont une académie qui est gratuite et qui permet d'apprendre et de découvrir un peu toutes les failles types qu'on trouve sur des sites web. D'accord. Et même chose avec des labos, des faux sites pour s'entraîner, comprendre, il y a les solutions, tout est expliqué. Je mettrai les liens en description dans le podcast. Écoute, merci beaucoup d'avoir accordé un petit plaisir. peu de ton temps. Effectivement, je rappelle que si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ton profil, découvrir tes sujets de conférence, ils peuvent aller sur ton profil sur le site WeChamp. Je mettrai le lien en bas du podcast. Et tu interviens aussi donc avec Victor, donc vous intervenez à 2 en conférence dans un format un peu plus interactif. Ouais. Juste, est-ce que tu peux nous dire 2 mots à propos de ça ? Oui, au format interactif, puisque finalement, avec Victor, on est assez complémentaires dans la manière de présenter ce sujet qui aujourd'hui est une passion. Là, j'ai l'historique et je dirais la dimension plus émotionnelle sur la volonté de faire évoluer le domaine. Et Victor, cette vision très, très terre-à-terre, corporate, très cadrée aussi, sur lesquelles on se complète énormément dans notre façon de le présenter, de le restituer et finalement de partager. Et est-ce que vous pouvez faire aussi des démos en direct ou pas ? On sait faire des démonstrations en direct. Ça peut aller effectivement alors, sur des sujets très ciblés, techniques, où on peut redérouler typiquement le chemin de compromission entre l'ouverture d'un mail jusqu'au déploiement total d'un rançon logiciel sur une infrastructure, ou alors sur des sujets plus accessibles mais vulgarisés et impactants. C'est le fait de montrer on ramasse pas une clé USB dans la rue, on la branche pas parce que elle se comporte comme un clavier et en quelques secondes on se retrouve avec un accès distant à la machine. Sur l'écoute de réseaux sans fil, de liaison radio, sur de l'émission. Enfin, on a pas mal de jouets dans notre bac. Ouais. Ok, ça peut permettre de réaliser à quel point il y a des choses qu'on ignore. Ok, en tout cas, merci beaucoup Brice. Et, avec plaisir, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner au compte de Brice. Donc tu es sur LinkedIn, mais tu es aussi sur Twitter. Ouais, je suis sur Twitter, mais alors avec un pseudo. Je suis sur Twitter avec Riverzax, donc REEVERZAX. Ok, ça marche. On mettra le lien dans le podcast. Merci beaucoup. Et puis, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi. À bientôt.